C'est un petit écriteau, mais c'est une grande école. L'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne est une institution ici dans la cité. C'est aussi le moteur de la Biennale internationale du design qui bat son plein actuellement. Nous allons faire mieux connaissance avec cette école aujourd'hui, avec nos invités sur le plateau d'Orange. On se retrouve tout de suite. Nous voici donc sur le plateau d'Orange, au cœur de la Biennale du Design, avec nous pour parler de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, sa toute nouvelle directrice, Claire Payot. Claire Payot, bienvenue chez vous et bienvenue sur le plateau d'Orange ici. Nous avons aussi invité deux étudiantes, Mathilde Second et Suzanne Moreau, très impliquées dans cette Biennale, notamment par l'animation de la web radio Ain, j'ai bien dit ? Ain, très bien. Nous connaîtrons ainsi le point de vue des jeunes sur leur école. C'est la Biennale aussi, puisque nous y sommes. Une première question pour Claire Payot. Vous avez un parcours professionnel riche entre l'enseignement, la direction artistique, la presse. Vous venez de Reims, vous avez dirigé une école supérieure là-bas aussi. Alors pourquoi avoir choisi Saint-Étienne? Qu'est-ce qui vous intéressait à Saint-Étienne? Un grand nombre de choses. Je pense que la première motivation pour moi, c'était de rejoindre la dynamique globale qu'il y a autour de l'école. Cette école n'est pas une école isolée sur son territoire, mais elle est impliquée dans un ensemble extrêmement dynamique avec la Cité du Design et son activité de recherche pour les entreprises et de recherche fondamentale qui est très très importante, avec un projet de territoire très fort porté par les collectivités locales et puis avec cette biennale qui donne aussi à l'école une visibilité absolument unique en France. Oui, je crois que c'est la seule école où il y a une biennale qui est c'est la seule biennale internationale de design française. Donc c'est une école qui a la chance d'avoir tout cet environnement extrêmement porteur. Et les écoles d'art aujourd'hui ne sont pas des îlots au milieu d'un environnement étranger. Les écoles d'art sont ouvertes sur leur environnement culturel, sont ouvertes sur leur environnement économique. Et c'est bien ces conditions que l'on trouve de façon assez exceptionnelle ici à Saint-Étienne. Alors j'ai lu dans la presse que vous avez dit que les écoles sont les institutions artistiques les plus préservées du marché. L'utopie semble encore possible. Alors c'est quelque chose qui vous porte, ça, l'utopie? Ça me porte depuis que je dirige une école d'art et de design, c'est-à-dire que j'ai 11 ans d'expérience à l'école de Reims et déjà j'avais cette idée qu'une école c'est une collectivité totalement occupée à inventer l'avenir, à inventer des modes de relations différents entre les gens, les acteurs, les équipes, avec des gens qui ont des rôles tous différents mais qui tous ensemble concourent à la même chose et ont la même passion qui est d'inventer le monde, de donner à des jeunes la possibilité de trouver leur place dans le monde. Et c'est vrai que oui, il faut de l'utopie pour continuer à avancer. Dans les précédentes émissions, nous avons appris que le design à Saint-Étienne, c'était une vieille histoire. Est-ce qu'on peut avoir quelques jalons justement de l'historique de cette école? Alors, l'école existe depuis 2 siècles. Elle a été liée à l'histoire industrielle de Saint-Étienne, qui est apparue avec la passementerie, avec l'industrie aussi liée bien sûr à toute la production minière, et avec cette industrie du cycle, des armes, etc. Donc tout le passé industriel de Saint-Étienne est à l'origine de l'activité de l'école d'art. Et puis les choses au fil des siècles sont précisées. On parle aujourd'hui de design, c'est-à-dire d'un art qui est spécifiquement concerné par l'ensemble des objets, de nos environnements, de nos connexions, de nos productions, de nos éditions, etc. Mais toute cette histoire-là, elle est très très ancienne et très enracinée.
Pour compléter sur cette école donc, qui était École des Beaux-Arts, hein, qu'on appelait École des Beaux-Arts pendant plusieurs années, cette École des Beaux-Arts donc, a toujours été un moteur important, un moteur culturel important dans la ville. Et c'est l'école qui, en 98, a inventé cette biennale. C'est l'école de Saint-Étienne. C'était un pari fou à l'époque, non ? Alors, c'était un pari fou, et ce pari est d'autant plus fou que depuis 20 ans, donc, toutes les équipes municipales qui se sont succédées ont relevé ce pari et ont compris que le design était un réel enjeu pour ce territoire et ont réussi à donner à cette ville, à travers cette question du design, une identité qui donne un élan dans un contexte économique qui n'était pas du tout dynamique à l'époque. Alors, une petite question que j'ai envie de vous poser, puisque vous dites que l'école a plusieurs centaines d'années, maintenant près au moins 200 ans. Avant, le mot anglais design, on disait comment ? Alors, il y avait, si vous voulez, une définition différente, une répartition différente des pratiques artistiques, dans le sens où elles étaient appliquées, où on parlait des arts libéraux, donc totalement autonomes, hein, donc la peinture, la sculpture, etc. Donc des formes qui étaient très, très académiques. Et le design a émergé avec la production industrielle, en fait. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on utilisait de mots particuliers, c'était simplement des dessinateurs textiles, il y avait aussi les ingénieurs, bien sûr, le métier d'ingénieur aussi qui a petit à petit participé aux formes qu'on a données aux objets et à la production industrielle. Merci. Nous allons mieux faire connaissance avec l'école maintenant. C'était aujourd'hui donc les portes ouvertes de l'école de design de Saint-Étienne. Yannick Derennes a suivi un groupe dans sa découverte des locaux de l'école. Donc, reportage. On vient beaucoup de partout en France. Donc moi je viens de l'ouest de la France, en Bretagne. Du coup, venir à Saint-Étienne, c'était une évidence en tous les cas. En ayant fait les portes ouvertes hors biennale, j'avais eu aussi une très bonne impression. Et encore plus avec la biennale cette année, ça montre une très belle image de l'école et aussi des possibilités. Voilà. Les collaborations entre les deux, puisque voilà, à l'origine, la biennale a été initiée par l'école elle-même. On attire du monde, des écoles publiques en design avec une renommée. Il y en a peu en France, donc Saint-Étienne en fait partie. Et vraiment, là, cette 10e biennale, en tous les cas, montre que Saint-Étienne et aussi la ville entière est poussée par ça. Et l'école en elle-même propose des projets très intéressants et les étudiants aussi ont des réalisations qui marquent les esprits. Vous pourrez sûrement les voir dans l'exposition des diplômés et durant la biennale aussi. Alors moi, j'accompagne ma fille qui passe son bac cette année et donc qui aimerait se diriger vers une carrière artistique et designer. Donc, voilà. On avait fait auparavant la visite de Limoges, donc c'est vrai que du coup il y a quand même pas mal d'ateliers qui se ressemblent et ce qui fait qu'à la sortie, je pense qu'elle revoit la même chose. Le fait qu'il y a la Cité Design et la Biennale, c'est vraiment une opportunité en fait, pour les étudiants en design qui veulent continuer là-dedans. Et l'espace pour les ateliers, c'est super, on a vraiment la place pour travailler, c'est cool. Enfin, par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres beaux-arts où on est tout restreint à un petit espace. Pour les premières années, là, c'est bien. Mathilde et Suzanne, donc vous avez redécouvert votre école comme ça il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, quand vous avez découvert l'école comme ça. Quel souvenir ça va vous garder de ça? Ça remonte il y a longtemps maintenant. Non, la première année était une période assez intéressante et assez atypique aussi par rapport aux autres années qui ont suivi, qui permettent d'avoir à la fois une vue globale, mais à la fois aussi une vue un peu détachée. Et on commence vraiment à se connaître les uns et les autres et à former
des groupes, des affinités. Et finalement, en fait, chaque année va être très différente des autres, quoi. Et je sais pas. Ouais, et puis c'est aussi une effervescence là que connaît Saint-Étienne pendant l'espace de 1 à 2 semaines, avec toutes ces soirées qui s'enchaînent, des vernissages, etc. Et puis qui finalement, Saint-Étienne reste quand même une ville calme et propice aussi à la création dans le reste du temps. Donc c'est une image que moi j'avais connue aussi en arrivant en première année, enfin avant d'intégrer l'école, puisque j'étais venue pour une année de biennale. Et finalement, ouais, c'était quand même... la biennale quand même dynamise beaucoup l'école et la ville. Et la ville, ouais. Et justement, quel est votre quotidien actuellement? Vous êtes en 4e année, en 5e année. Quel est votre quotidien? Qu'est-ce qu'on fait dans l'école quand on est en 4e, 5e année? Donc vous êtes déjà presque au bout de vos études. Mathilde a beaucoup travaillé cette année. Elle est en train de travailler son mémoire. Je parle pour toi. Et donc elle a d'abord fait une grosse période d'écriture en début de semestre. Donc en 5e année, c'est un gros travail. Un mémoire sur quoi? Alors moi, j'ai écrit un mémoire sur le fait que traduire, c'est une forme de création. Et comment la traduction littéraire est en fait une forme créative. Et je le relie à la pratique artistique, du fait que tout ce qu'on emmagasine et qu'on récupère tout le long de notre parcours va créer une forme d'art qui en fait n'est pas une forme complètement innée qui serait intrinsèque à l'artiste, mais plutôt une forme de digestion. Et en fait, je trouve que la traduction, ça cristallise un peu ça, comment avec un texte d'origine, le parcours d'un traducteur et plusieurs langues comme ça vont finalement donner lieu à un nouveau texte qui n'est pas un texte numéro 2, une traduction qui serait en deçà de l'original, mais plutôt une nouvelle création à part entière. Et vous, donc pas de mémoire? Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on n'écrit pas de mémoire? 4e année, c'est l'année de l'échange et du voyage pour certains, du stage pour d'autres, ou de rester à l'école pour continuer un travail, un projet en cours. Pour ma part, je suis partie 2 mois en Arménie, dans un institut d'art contemporain à Erevan, puis dans une radio à Marseille. Voilà. C'est une manière aussi de s'ouvrir à l'extérieur, au monde du travail aussi, et de voir quelle est la réalité, que dans notre microcosme de beaux-arts, on a parfois du mal à envisager. Alors, Claire Payot, donc on a vu les gens qui ont visité l'école, qui ont envie de venir ici, de travailler dans l'art ou dans le design. Sur quels critères vous choisissez vos étudiants? Alors, c'est compliqué parce que c'est toujours un pari sur l'avenir. Hein. On choisit les étudiants qui ont des étoiles qui brillent dans les yeux. Hein. On choisit ceux qui sont très motivés, ceux qui ont de préférence une pratique artistique personnelle ou pas, mais qui ont déjà une familiarité avec certains modes d'expression plastique et qui ont un esprit critique. On cherche la curiosité, l'esprit critique en fait. On préfère les têtes bien faites aux têtes bien pleines. C'est sur dossier, c'est sur entretien? Comment ça se passe? Les deux. Il y a une sélection effectivement, et puis il y a un entretien qui est tout à fait décisif avec un groupe d'enseignants qui justement va essayer d'évaluer la façon dont on peut dialoguer avec l'étudiant, dont on peut susciter sa curiosité, son esprit critique. Donc un étudiant qui n'a pas déjà fait quelque chose au niveau artistique, il n'a pas beaucoup de chances d'être pris. Il faut déjà qu'il ait montré sa motivation. On va les former, donc ils ne savent pas tout. Hein, Non, bien sûr. Mais effectivement, il faut... après, ça passe par la motivation. Ça peut être un travail photographique, ça peut être un travail d'écriture, ça peut être un travail de dessin, ça peut être... Mais il faut quand même avoir un appétit pour
production de forme, hein, sinon on n'est pas à sa place. Et quand vous les recrutez, donc le cursus que vous leur proposez, je crois qu'ici c'est un Y, c'est où on choisit les arts, où on choisit le design. Alors c'est un Y à plusieurs niveaux, puisqu'en fait après une première année généraliste, qui est une année qu'on dit propédeutique, c'est-à-dire qu'on voit si l'étudiant a vraiment la capacité de s'engager de façon certaine dans l'option qu'il souhaite, donc il tâte un peu de toutes les disciplines artistiques et du design également. Donc l'étudiant choisit une mention, une option qu'il va suivre pendant 2 ans jusqu'à son diplôme national d'art, donc qui est équivalent de la licence. Et il peut donc entrer dans une formation en art ou en design avec différentes coloration à l'intérieur du design, notamment la question de l'objet, de l'espace et des médias qui sont les grandes directions, les grands thèmes que l'étudiant pourra travailler ensuite sur les années 4 et 5 quand il va passer en second cycle, donc pour préparer son master. Alors nous allons voir justement là, des illustrations de ce que les étudiants ont fait. C'est l'exposition Demain, c'est loin. Alors c'est une exposition qui présente les projets des diplômés Art et Design 2016. Donc ce sont des gens qui sont diplômés, sortis de l'école. Au total, ce sont des pièces sélectionnées issues de 14 projets de diplôme en art et 30 projets de diplôme en design, donc qui sont montrés ici au public dans une grande salle à Saint-Étienne. Voilà, il faut savoir que donc les étudiants assurent aussi la conception, le montage, la médiation de certaines expositions. Les étudiants ont la possibilité de s'investir dans des projets réels et concrets. Lors des 2 premières semaines de la Biennale, bon, évidemment, ils ont la possibilité de participer à des conférences, des colloques, de rencontrer des professionnels, ce qui, évidemment, est important pour eux. Et donc, je voulais demander à nos 2 étudiantes qui sont ici, c'est l'implication générale des étudiants sur cette Biennale. Pour vous, c'est quelque chose d'important dans votre cursus? La Biennale, c'est quelque chose que vous attendez? Disons que c'est une manière de montrer son travail autrement que via des bilans de fin d'études, des examens où c'est quand même un jury qui est initié. Voilà, c'est aussi une manière de montrer son travail à des gens qui n'ont pas spécialement d'affinité avec ni l'art ni le design. Et depuis cette année, quand même, les projets ont été ouvert les propositions de projet à la section art aussi, où encore une fois il y a via même par exemple l'ouverture de la mention espace qui a depuis 2 ans ou 3 ans, 2 ans, voilà, qui est ouvert et au design et à l'art. C'est une manière aussi de renouer, parce que le fossé quand même entre les 2 sections, qu'elles soient physiques par les 2 bâtiments que intellectuelles, ou voilà un peu la querelle qu'on pourrait retrouver au lycée avec les scientifiques et les littéraires. Voilà, c'est une manière via des projets qui suivent des workshops, des ateliers tenus par des profs, des professeurs de l'école. Voilà, donc il y a Fukushima Mon Amour, bon ça c'était spécifique au design. Travailler pour aussi, qui était un atelier avec différents projets qui sont et dans l'Agora et bientôt qui vont suivre après Fukushima Mon Amour qui vont être dans quelques semaines, 2 semaines. Voilà, c'était et puis aussi du coup My Favorite Studio, qui est un atelier qui était ouvert seulement à la section art pour les voilà, 5e années, pour les 5e et 4e années, dont Mathilde va parler. Qui s'est incarné en 2 propositions, du coup, une qui est dans le H après justement l'exposition Demain c'est loin, qui est un espace sur lequel un groupe de 5e année art s'est intéressé à la question du seuil. Qu'est-ce que c'est le seuil d'un atelier d'artiste? Et finalement, ce seuil-là, comment il peut s'incarner, comment aussi il devient lui-même l'atelier d'artiste. C'est-à-dire, c'est à la fois cet espace, qu'est-ce qui est vraiment extérieur ou intérieur à l'atelier, qu'est-ce qui se montre, qu'est-ce qui ne se montre pas. Et donc vous, c'est la 2e partie donc, qui vous intéresse, c'est la radio. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à un projet radio? Parce que l'art et la radio, voilà, c'est pas évident. Alors c'est vrai que Suzanne et moi, on a une pratique un peu atypique à l'école de Saint-Étienne, qui est que nous travaillons principalement l'écriture et le langage.
Et donc, c'est pas toujours super facile parce qu'on n'est pas visible, on ne travaille pas forcément des matières, on n'est pas forcément dans les mêmes ateliers que les autres étudiants en art. Et on avait aussi envie de partager, comme le thème de la Biennale, c'est le travail, de mettre en partage aussi notre atelier qui est plus interne, qui se situe parfois plus dans notre ordinateur, les rencontres qu'on fait avec les personnes, les dialogues et comment tout ça, ça enclenche une pensée. Et donc on s'est dit que la radio pouvait être un bon médium pour à la fois rendre compte de ce tissage-là, donc un tissage-métissage de plein de matières qui piochent à la fois dans le domaine littéraire, artistique, plus populaire, et à la fois aussi y mêler nos propres créations d'écriture et de pièces sonores. On va écouter une petite pastille sonore hein, pour commencer, on en continuera à en parler après. Je mange de la compote. 1, 2, 3. Radio Ain. Et un Ain. Une web radio éphémère qui expérimente la matière sonore et ses formats à travers le prisme du langage. Uniquement en direct, le vendredi 17 mars, le samedi 18 et dimanche 19 mars de 19h à 22h. Avec les interventions exclusives de Laura Vasquez, Antoine Bout et Martin Baquero et de nombreuses autres voix. www.radio-ein.xyz. Alors j'allais dire, quel drôle de nom. Comment vous avez choisi ce nom-là? Alors, en fait, ça va faire office d'une chronique pendant la radio, puisque effectivement, c'était un peu la grande question, c'était quel titre on va donner à cette radio. Donc, notre slogan pourrait être un peu interpelle et questionne. Et que finalement aussi par le graphisme, parce qu'en fait on a travaillé avec un étudiant du coup en design graphique et Adrien Gallou qui a travaillé sur la question du phonème en graphisme et qui a dessiné en fait voilà les affiches et le logo et puis ce nom aussi qui est à la fois lisible et en même temps interprétable. C'est-à-dire que personne prononce ce nom de la même façon et on accepte un peu la multiplicité des accents et des voix. Et c'est un travail multidisciplinaire, alors du coup il y a du design là-dedans. En plus, c'est assez fortuit que finalement, on s'est dit que c'était la Biennale de design, donc ça tombait vraiment à pic, et c'était vraiment pas prémédité du tout, parce qu'au départ c'était vraiment E1 ou Ein, mais finalement ça se lit beaucoup Ein, alors qu'on n'a pas fait allemand toutes les deux en plus. Donc, et quel est le but de cette radio? Alors c'est un France Culture locale, qu'est-ce que vous allez y mettre? On n'a pas cette prétention, je pense. Et puis, en fait, nous, notre idée, c'était plutôt utiliser le médium radio pour notre propre compte et au lieu de se calquer sur des grilles et profiter. En fait, on profite que ce soit, comme vous disiez tout à l'heure, illimité, le web. Et on n'est pas contraint à des formats. Et on a décidé de réellement se réapproprier ce médium-là et d'en faire une sorte de pièce sonore géante qui durerait 9 heures. Donc, c'est 3 émissions de 3 heures. Et donc, mise en partage aussi. C'est quand même l'idée, c'était aussi de partager. Que ce soit des médiums ou des champs disciplinaires qui sont un peu dans l'ombre, comme la poésie sonore, la poésie contemporaine par exemple, ou l'expérimentation sonore quelle qu'elle soit, qui sont un petit peu occultées. En fait, au lieu, toutes ces matières sont accessibles sur le net, mais là, ce qu'on propose aussi, c'est un regard vers ça, où on a fait notre agencement, on propose un chemin à travers tous ces matériaux, on les tisse, et c'est pour ça que c'est une sorte de grand métissage de matières qui est à la fois pensé aussi tout au long de ces 3 soirées. Ça signifie que vous avez chaque fois donc un invité qui vient tous les soirs là pour ces émissions. Comment vous allez habiller votre émission ensuite? Vous parlez d'habillage sonore, de plein de choses. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre émission? En fait, l'idée, c'est contrairement à une radio, je dirais classique,
où j'ai pu travailler avant, qui n'est pas du tout, je conteste pas du tout ça. Mais là, c'est de ne pas hiérarchiser les choses. Donc que le jingle ou le générique ou des virgules ou des pastilles soient autant mis en avant que une pièce sonore de Kurt Schwitters du début du siècle, du XXe siècle. Voilà, c'était un peu à la fois de s'éloigner et de se réapproprier toutes les matières sonores qui existent et qu'on a décidé de mettre... Il y aura du coup des lectures de livres, par exemple, des interventions en live, des chroniques écrites par des étudiants de l'école, en rapport d'ailleurs avec on va écouter la deuxième pastille sonore, si vous voulez, que vous nous avez apportée, donc pour voir un petit peu la tonalité de votre radio. Fais-toi plaisir, mon blé, avec DJ Merguez. On va faire un bon barbecue, on va bien se faire plaisir à Tarentaise, mon grand. J'espère que t'es dans ta voiture, il t'a bien mis ta ceinture. Ouvre bien les yeux et ouvre bien les oreilles, parce que je pense que tu vas t'en prendre plein dans le derrière. Alors, on est à chaud patate sur Heinz Ketchup, Heinz Radio, www.radioheinz.xyz. Et on est chaud patate, mes blés, allez, il faut l'écouter. Claire Péot, vous découvrez ce projet là justement. Quelle réaction vous avez? Moi, j'aime beaucoup. On parlait de l'utopie tout à l'heure et j'ai bien noté dans la façon dont elle présente ce projet le nombre de fois où elles ont parlé de partage. Et cette question du partage, je crois que c'est ce qui est au cœur de l'utopie de l'enseignement dans une école d'art et de design. C'est des professionnels qui partagent avec des jeunes personnalités et qui se nourrissent les unes les autres. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même 15 projets de l'école dans la Biennale. Donc cette année, c'est un réel investissement depuis plus d'1 an et demi des équipes pédagogiques et des étudiants dans cette Biennale. Et donc vous pourrez, les visiteurs peuvent bien sûr participer à des événements, puisque la radio c'est la dimension un peu événementielle, des expositions. On a cité l'exposition des diplômés, mais on peut citer aussi le travail des post-diplômes, puisqu'il y a une 6e année qui est une année de recherche, de prolongation des études que seule l'école de Saint-Étienne a, ce post-diplôme en design. Et donc les post-diplômes ont fait une exposition extrêmement savoureuse qui s'appelle La gueule de l'emploi, qui est une série de réflexions et de propositions artistiques, de design, etc., autour de l'entretien d'embauche, qui est vraiment de très très bonne facture. Voilà, merci. On va rappeler donc vos émissions de radio. Vous les enregistrez quand et c'est diffusé quand? Alors c'est vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19. Donc on a mars. Donc ça commence à 19h et ça finit à peu près à 22h. Et en fait, on propose aussi aux visiteurs d'accéder au plateau radio et d'être avec nous sur le plateau, de voir comment tout ça, ça s'organise. En fait, on a envie de montrer un peu l'envers du décor. Donc c'est au 40 rue de la Résistance à Saint-Étienne, dans le local d'ici bientôt, un local qui regroupe 3 associations de Saint-Étienne. Eh bien, merci et bonne chance. On a hâte d'écouter ça, parce que ça va être intéressant. Des idées pour la prochaine Biennale, Claire Péot? Alors, les thèmes de la Biennale, c'est tout un processus collectif de réflexion et qui est porté par une analyse extrêmement sérieuse des mutations à l'œuvre dans le design et sur la pratique du design, puisqu'une Biennale, c'est l'occasion tous les 2 ans de faire le point sur un état de cette activité et de ce qu'elle apporte
dans les différents champs qu'elle implique. Donc, ce qui est important pour nous, établissement d'enseignement, c'est de savoir rapidement quel sera le thème principal qui sera dégagé par les responsables artistiques et scientifiques de l'événement, et comment ensuite nous on pourra bien sûr le partager avec les étudiants pendant les 2 ans qui nous séparent de la prochaine biennale. Donc dès la fin avril, on va se remettre au travail avec les équipes multiples de cette grande cité du design pour définir le sujet à venir. Effectivement, quand on voit les installations ici, ça ne se fait pas en un jour, donc vous avez intérêt de vous y prendre à l'avance. Je vous rappelle qu'en 2015, c'était le beau, je crois, le thème. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est le travail. Puis la prochaine fois, on le saura bientôt. Pour vous, si vous aviez à choisir un thème pour la prochaine biennale, il y a un truc qui vous trotte dans la tête? La radio. La radio? Ouais, les mutations de la radio. Mais très bien, Ouais. très bien, puisque c'est votre truc. Il n'y a pas de souci. Alors, avec Claire Péot, je voulais voir un petit peu, une école, c'est aussi pour former des gens. Derrière, il y a un espoir de travailler dans le design, dans l'art. Les débouchés sont quoi pour le design et l'art? Alors pour l'art et le design, les statistiques de la professionnalisation, l'insertion professionnelle des étudiants qui sortent de nos écoles sont excellentes, puisque c'est 85% des étudiants qui trouvent un emploi dans leur domaine dans l'année qui suit leur diplôme. Certains étudiants en design, notamment au cours de leur stage de 4e année, reçoivent déjà des propositions d'embauche et peuvent, à l'issue de leurs études, retrouver des entreprises qui les ont repérés à ce moment-là. Concrètement, il y a toutes les positions de l'artiste ou du designer indépendant, en solitaire ou en collectif, et les pratiques collectives sont de plus en plus fréquentes. Ça a toujours été dans les professions artistiques, mais là, bien sûr, c'est de plus en plus fréquent. C'est un esprit de travail collectif qui est à l'œuvre dans la façon dont la formation se déroule aussi. Il y a aussi tous les postes de designers intégrés ou tous les postes pour les artistes dans l'ensemble du champ culturel lié à l'art, que ce soit la médiation artistique, la direction de galerie, la direction artistique, etc. Voilà, donc il y a de l'espoir pour les jeunes. C'est même des formations très très efficaces. J'ai envie de vous poser la question, à quoi rêvent les jeunes filles quand ils sortent de l'école de design de Saint-Étienne? De travailler pour Ikea ou bien pour être indépendant? À quoi vous rêvez? C'est vrai que je suis la plus proche de la sortie. Je n'ai pas vraiment réfléchi. En tout cas, je sais que ça m'a ouvert à l'envie du travail en collectif. Et l'envie de multiplier les expériences de travail aussi et de ne pas rester dans un domaine figé. Après, j'aspire pas à Ikea puisque, a priori, je ne suis pas designer, mais on verra où tout ça me porte. Suzanne, pas d'envie pareil que Mathilde, cette envie de... En fait, c'est un peu comme des relations humaines, de ne pas mettre d'étiquette par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. C'est un peu pareil avec le travail, de dire je ne suis pas affiliée à telle ou telle entreprise, je vais créer mon travail et je vais faire en sorte que je sois indispensable. Voilà, ça pourrait rejoindre un peu cette idée d'utopie, mais voilà. Tout à fait. Alors, on va vous proposer un reportage justement un exemple pratique du passage des études à la réalisation industrielle. Éléonore Blondeau a conçu un distributeur d'eau qui recycle les gobelets. Et ce distributeur d'eau est fabriqué à Saint-Étienne. La loi de la transition énergétique interdit définitivement les gobelets plastiques jetables en 2020. Mais d'ores et déjà, depuis que j'ai commencé le projet, j'ai participé à énormément de concours. Et grâce à cette visibilité, j'ai d'ores et déjà plusieurs grands comptes et campus qui nous ont approchés et qui souhaiteraient vraiment s'investir et s'engager avec nous. On peut citer par exemple le M Lyon Business School, le Toulouse Business School et encore d'autres rencontres dont je ne peux pas encore citer le nom.
J'ai la chance d'avoir un associé, Lionel Amieux, qui est designer industriel et méca et qui a, par ses expériences, réalisé en fait énormément de produits industriels. Et on se passe aussi dans un bassin Auvergne-Rhône-Alpes qui est très industriel. Donc via le pôle de compétitivité, via le réseau, on a pu échanger notamment avec les compagnons du Devoir et du Tour de France qui nous accompagnent depuis le début et qui nous mettent à disposition à Saint-Étienne un atelier industriel et leur savoir-faire pour nous accompagner dans cette phase de développement de produits. C'est plus de 3 mois de réflexion sur l'usage et le design de ce produit, puisqu'on innove vraiment sur l'usage. On incite les gens à rapporter leur verre après l'avoir utilisé, ce qui n'est plus ce qui avant, jusqu'à présent, c'était linéaire, on buvait, on jetait. Maintenant, on rapporte son verre. Et pour que les gens puissent comprendre en fait ces nouveaux usages instinctivement, on a réellement travaillé sur le design du produit. On souhaitait quelque chose de moderne, de neuf, qui puisse aussi en fait finalement s'inclure dans ces nouveaux modes de travail, dans ce bien-être au travail, avec un produit où on comprend l'usage en quelques secondes. Voilà, un bel exemple au moins de quelqu'un qui sort d'école et qui crée tout de suite et trouve une application industrielle. Claire Payot, une conclusion générale. Vous prenez la tête donc de l'école de Saint-Étienne là maintenant. Vous avez des envies de changement, des ambitions de tout bousculer à l'école ici ou bien Ce serait la dernière des choses à faire. Ça marche tellement bien. Qu'est-ce que vous Non, il y a forcément effectivement des décalages à mener. L'idée, c'est de porter une réflexion collective. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective dans les écoles d'art. On a des artistes et des designers qui sont des personnalités de très, très haut vol, de grand renom parfois. Et ce serait dommage d'avoir des idées à leur place. L'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. C'est surtout ça qui est le rôle du directeur, je pense. Mathilde et Suzanne, donc vous allez vivre 4, 5 ans, 6 ans de votre vie ici à l'école. Pour vous, l'école, si elle doit changer, ce serait dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Comme Suzanne parlait de transdisciplinarité, de pas d'étiquette, peut-être que dans ce brouillage-là, on peut encore travailler à la transdisciplinarité et au dialogue entre les deux options. Qui prend déjà une forme assez consistante dans la fameuse option espace. Et voilà, peut-être juste encourager cette mixité des médiums, le dialogue et l'échange. Partage. Je crois que c'est le maître mot, hein. Vous êtes au moins d'accord là-dessus. Mathilde, Suzanne et donc Claire, merci d'avoir été sur le plateau. C'est la fin donc de cette 3e émission en direct du studio d'Orange au cœur de la Biennale internationale design de Saint-Étienne. Cette émission a été réalisée par Nicolas Gonidec avec les moyens techniques de la société Entourtante de Quimper pour le compte d'Orange. La liaison Internet haut débit est assurée par Orange Event Solutions. Merci à Pierre Levieille et à Yannick Derennes pour leur reportage au sein de la Biennale. Merci également à Valérie Busseuil et Agnès Di Blasio pour leur soutien à la préparation de cette émission. Vous retrouverez toutes les émissions live donc enregistrées sur ce plateau d'Orange ici, situé au cœur de la Biennale, donc sur le site biennaledesign.com et sur le Facebook de la Biennale. On se retrouve demain en direct sur le plateau situé dans le grand magasin de la Cité du Design. Ce sera à 17h30, une émission enregistrée en public. Bonne soirée.